Bonjour à tous, bonjour Luc. Bonjour Audrey. Merci d'être là et merci d'être là joie. parce que vous qui n'êtes jamais d'accord avec Emmanuel Macron, vous n'êtes pas en grève pour autant. Même pas un petit débrayage pour le principe. C'est une légende. Si j'étais parlementaire, je voterais sa réforme de la SNCF, évidemment. J'ai toujours dit qu'il fallait défendre Macron et son gouvernement, Édouard Philippe, contre les boulets des extrêmes. Donc je l'ai écrit, j'ai un papier dans le Figaro. Non, je voterai évidemment cette réforme de la SNCF, notamment l'ouverture à la concurrence, même si je considère que faire du cheminot le symbole des privilèges français est absurde. C'était, à mon avis, une erreur. Si vous voulez, le fond est bon, la méthode n'est pas bonne. Cette semaine est évidemment marquée par les grèves. Alors les cheminots, les employés d'Air France aussi, et de Carrefour, les éboueurs, les profs, les avocats, les juges, les étudiants. Le pire, c'est que pour vous, Emmanuel Macron, vous me le dites souvent, ne propose que des réformettes. Si ce n'était que des réformettes, il y aurait autant de grévistes et de manifestants. Mais oui, bien sûr, parce que la méthode, par exemple, par ordonnance, et puis le fait qu'on cible le cheminot, tout ça est fait pour mettre la droite en difficulté. Si vous voulez, dans ces réformes-là, il y a toujours deux projets, il y a toujours deux faces. Et l'honnêteté oblige à dire qu'il y a les deux faces. Moi, je ne suis pas malhonnête, je ne dis pas c'est simplement pour embêter la droite ou casser la droite en deux. Il y a les deux faces. Dans la réforme de la SNCF, il y a une face qui est évidemment bonne, en tout cas qui est inévitable, c'est l'ouverture à la concurrence. Voilà, je le redis très clairement, si j'étais parlementaire, je voterais cette réforme de la SNCF. Mais il y a une deuxième face, c'est d'obliger la droite à avaler la couleuvre. Parce que un parlementaire de droite honnête ne peut pas dire qu'il est hostile à l'ouverture à la concurrence, puisque c'est typiquement une réforme de droite. Donc chaque fois, il y a dans ce double visage des réformes macroniennes, il y a à la fois le projet de réformer un peu, pas beaucoup, mais quand même un peu la société française, et ça c'est plutôt bien, et ça va dans le bon sens. Et puis il y a le projet de mettre la droite en difficulté, parce qu'elle ne sait pas trop comment réagir. C'est très clairement ça. On n'entend pas beaucoup Laurent Wauquiez. Votre ami Laurent Wauquiez sur cette réforme, parce qu'il n'est pas opposé à cette réforme, mais c'est parce compliqué de s'y qu'on ne opposer. peut pas être opposé. Encore une fois, un homme de droite libéral et républicain ne peut pas être opposé à l'ouverture à la concurrence. Comment voulez-vous qu'il soit opposé? C'est pour ça que je vous dis je voterai cette réforme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être dupe de l'usage des ordonnances ou du ciblage du cheminot. Pour le coup, il ne les utilise pas, là. Globalement, il a fait voter les ordonnances, donc il peut les utiliser. Donc l'image, en tout cas, est celle d'un réformateur extrêmement rapide, ce qui l'oblige d'ailleurs à ne pas reculer, parce que maintenant les médias, ils ont le microscope et la loupe en place. Si jamais il recule d'un millimètre, il est mort. Et donc, évidemment, ça oblige dans ce cas-là... Parce que ça remet en cause son image de grand réformateur. Évidemment, et de grand réformateur libéral, évidemment. Et quand vous faites une réforme libérale, vous mettez automatiquement la droite en très grande difficulté. Comment voulez-vous que, à moins d'être malhonnête, la droite ne peut pas dire que l'ouverture à la concurrence est une mauvaise chose? Bon, et donc c'est toujours ce double aspect. C'est pour ça que c'est très difficile pour la droite républicaine d'avoir une position claire là-dessus, puisque à la fois sur le fond, elle est obligée d'être d'accord, et sur la forme, elle est embêtée parce que évidemment ça casse la droite en deux. Donc tout ça est assez habile. Alors c'est la bataille de l'opinion qui se joue aujourd'hui. À votre avis, quel avenir pour la grève des cheminots? Ils vont perdre, inévitablement, parce que Macron et Édouard Philippe ne peuvent pas reculer. C'est impossible, puisque cette réforme est faite exprès pour montrer la posture du réformateur. C'est quand même le but principal. Il y a à la fois, encore une fois, une réforme de fond qui est l'ouverture à la concurrence, puis de l'autre côté, il y a l'image du réformateur contrarié par des syndicats. Vous ne voyez pas la droite se mettre à défendre les syndicats. Bon, alors qu'elle les déteste depuis toujours, pour dire les choses franchement. Enfin, j'exagère, je force le trait, mais en tout cas, elle n'aime pas SUD ni la CGT. Bon, la droite a toujours eu un faible pour la CFDT, ce qui est tout à fait normal. Donc vous voyez la grève des cheminots s'essouffler? Forcément. Ce sera une grève extrême. Alors, il ne faudrait pas que la ministre des Transports nous annonce en plus la remise en place de l'écotaxe, parce que déjà qu'on a les avions qui ne volent plus, on a les trains qui ne roulent plus, si on bloque les routes, on va être mal. Donc là, il vaudrait mieux qu'à mon avis, elle mette un bémol sur le projet de remise en place de l'écotaxe, parce que si on a les routes qui sont bloquées en plus, ce sera délicat. Mais bon, sauf erreur majeure de la part du gouvernement, sa posture réformatrice du réformateur contrarié par des syndicats qui sont des boulets l'oblige à aller jusqu'au bout, et donc c'est quand même eux qui ont le pouvoir. Et l'opinion dans tout ça? Alors le fait qu'il y ait par exemple une cagnotte sur Internet qui a déjà rapporté plus de 110 000 € en soutien aux cheminots, est-ce que ça ne fait pas douter du rejet de cette grève? Non, c'était une erreur de cibler le cheminot. Voilà, parce qu'encore une fois, moi je vous l'ai dit
dit la dernière fois que nous nous sommes vus, le cheminot, il a certes des privilèges par rapport à d'autres corporations professionnelles, mais enfin, ça n'est quand même pas le symbole des privilèges français. Et l'opinion, vous la sentez basculer? Mais bien sûr, parce que dans quel sens? Mais parce qu'elle a plutôt de la sympathie pour le cheminot, parce qu'on sait qu'il y a des astreintes, il y a des contraintes du métier, même s'il y a des avantages. Et donc, voilà, faire du fonctionnaire le bouc émissaire ou du cheminot le bouc émissaire, ça c'est une des grandes tartes à la crème de la droite libérale, mais c'est pas ce qui plaît à l'opinion publique. Mais c'est en même temps nécessaire si on veut avoir la posture du réformateur. Toute la difficulté du gouvernement est de ne pas aller trop loin, c'est tout, de pas... voilà, il faut agiter le chiffon rouge, il faut mettre les syndicats dehors, mais il ne faut pas en abuser parce que quelquefois on peut se retrouver dans la situation de Juppé en 95. Voilà, alors il y a la grève à la SNCF, mais aussi chez Air France, chez Carrefour, les éboueurs, les avocats, les étudiants. Alors certains comparent ça, Luc, à un pré-mai 68. Non, c'est ridicule. Voilà, vous qui n'êtes pas un grand fan de mai 68. C'est pas ça, c'est pas le sujet. C'est complètement ridicule. En mai 68, le PC est à quoi? Il est à plus de 20%, aujourd'hui il est à 2%, et il y a des idéologies extrêmement fortes. Tous mes amis à l'époque, les Finkielkraut, les Bruckner, tous mes copains sont ultra-gauchistes, et tout le monde a en tête Foucault est maoïste, ou quasiment maoïste, pour Sartre est sur son tonneau avec la gauche prolétarienne. Il y a des idéologies extrêmement fortes, il n'y a aucune idéologie aujourd'hui. Il y en a zéro, ni à droite ni à gauche. Et donc la fin des idéologies qu'annonçait Raymond Aron, nous la vivons aujourd'hui. Et par conséquent, on est dans une situation qui n'a aucun rapport avec mai 68. Mai 68, c'est vraiment un mouvement qui se veut révolutionnaire, un mouvement dans lequel les idéologies révolutionnaires, marxistes-léninistes, trotskistes, maoïstes, libertaires aussi, anarchistes, occupent une place absolument omniprésente. Où est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? On s'accroche aux acquis aujourd'hui alors qu'on veut plus changer cette aujourd'hui, société. on a en effet des partis de gauche, c'est un paradoxe. Autrefois, les partis de gauche et les syndicats étaient révolutionnaires, y compris dans l'éducation nationale. Ouais, il y avait des idées révolutionnaires, voilà, on avait des projets d'ouverture de l'école sur la vie, etc. Bon, on lisait Illich, on lisait Libres enfants de Summerhill, etc. Bon, il y avait des projets révolutionnaires. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que les partis de gauche sont arc-boutés sur la préservation des acquis sociaux, donc ils ne sont plus du tout dans l'idée révolutionnaire. Et je pense que le gouvernement a fait le pari, maintenant on verra s'il a eu raison de le faire, que justement ces luttes sociales n'étant pas relayées par un parti socialiste ou par un parti communiste, qui ont tous les deux disparu aujourd'hui. C'est pas faire insulte à Olivier Faure, dire que son parti, pour l'instant, n'existe pas, tout simplement, et lui-même n'est pas connu. Et donc, le gouvernement parie sur le fait que ces luttes sociales n'étant pas relayées par des partis politiques puissants, comme ça c'était le cas en 68, ça va nulle part. Ces grèves sont un test donc pour Emmanuel Macron, un test aussi pour Philippe Martinez, général en chef des grèves. Oui. Vous le trouvez comment ? Oh, écoutez, laissons ça de côté. J'aimerais bien savoir votre avis sur Philippe Martinez. Je viens de vous le dire. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que les partis ou les syndicats qui autrefois étaient communistes révolutionnaires, aujourd'hui sont des ultra-conservateurs. Donc c'est un ultra-conservateur, Martinez. Bien sûr, évidemment, c'est un constat objectif, c'est pas une critique. Ils sont conservateurs des acquis sociaux, du statut des cheminots, du statut de la SNCF. C'est pas une critique, c'est un constat. On n'est plus dans l'idée révolutionnaire, dans changer la vie, changer la société. On est dans la conservation d'acquis sociaux par rapport à une mondialisation libérale que ces syndicats détestent, d'ailleurs non sans raison parfois, parce que cette mondialisation libérale, elle a des effets aussi très délétères, parce que l'innovation permanente est aussi un déracinement permanent. Donc ce que représentent aujourd'hui les syndicats, et on ne peut pas leur jeter la pierre, c'est la préservation du statu quo. Voilà. Et donc on n'est plus du tout dans l'optique révolutionnaire qui était celle de 68, même si c'était une révolution en peau de lapin. Puisque nous parlons des problèmes qui menacent le gouvernement, parlons de Notre-Dame-des-Landes et de la prochaine évacuation des zadistes avec la fin de la trêve hivernale. Il est temps que l'État se fasse respecter. Écoutez, quand on a cédé, on a cédé. Alors là, moi, je l'ai dit et redit, une fois qu'on a cédé face aux zadistes et face à l'obscurantisme le plus noir qui existe aujourd'hui dans le monde, on est en difficulté, oui. Et je vous l'avais dit à l'époque, il y aura plein de petites ZAD partout en France et on évacuera une ZAD et puis il y en a une autre qui se reconstituera. Une fois qu'on a cédé sur Notre-Dame-des-Landes et qu'on a désavoué la démocratie locale, on est en difficulté, oui. Mais il fallait bien le faire pour que Nicolas Hulot reste au gouvernement. C'était quand même l'enjeu de Macron et d'Édouard Philippe. Et il fallait bien qu'on cède sur cette affaire où Nicolas Hulot était très engagé. Mais après, quand on cède, on le paye toujours. Vous comprenez la haine de l'État qu'ont les zadistes ?
Non, mais ils n'ont pas que la haine de l'État, ils ont la haine de tout le monde. Donc ce sont des gens qui sont fondamentalement dans l'obscurantisme le plus total. Ils n'aiment ni les livres, ni la culture, ni l'État, ni la démocratie. Donc voilà, on a là un petit mouvement radical face auquel, à mon avis, il était déplorable de céder. Bon, surtout que c'était un désaveu de toutes les instances démocratiques locales. Donc moi, j'ai trouvé que cette reddition en rafle campagne n'était pas de bon augure. Mais bon, voilà, alors on a dit c'est formidable, c'est très malin, parce que ça calme le jeu, très bien. Mais encore une fois, chaque fois qu'on cède, on le paye extrêmement cher. Moi, je me souviens quand Chirac m'a demandé de retirer la réforme des universités, alors qu'elle était très bonne et qu'elle était passée, voilà, on a perdu 10 ans. Et en plus, on a perdu l'estime à la fois des gens qui nous soutenaient, c'est-à-dire en l'occurrence, pas seulement la droite, mais aussi toute la gauche intelligente nous soutenait sur la réforme des universités. On a perdu l'estime des gens qui nous soutenaient et on a perdu celle, paradoxalement, de ceux qui nous critiquaient parce qu'ils ont trouvé qu'on était ridicule, parce qu'on était lâches. Venons-en à un sujet qui vous tient à cœur, l'intelligence artificielle, enjeu du monde à venir. On en a déjà parlé. Le rapport de notre génie des maths, député En Marche, Cédric Villani, a été rendu public. Selon vous, encore une fois, Emmanuel Macron n'a rien compris? Ah oui, là c'est clair. Là, sur ce sujet-là, c'est évident. Là-dessus, Laurent Alexandre a tout à fait raison. Cédric Villani a tout compris. Son rapport est excellent, il a parfaitement compris les enjeux de l'intelligence, la révolution de l'intelligence artificielle. Il a parfaitement compris que, d'ailleurs, Poutine l'avait dit aussi, et là il disait la vérité, ceux qui maîtriseront l'intelligence artificielle maîtriseront le monde. Emmanuel Macron a annoncé qu'il débloquerait 1,5 milliard d'euros pour l'intelligence artificielle d'ici à 2024. C'est une plaisanterie, puisque ce 1,5 milliard est déjà débloqué dans le plan 10 milliards consacrés à l'innovation. Ils sont déjà là. Donc là, regardez de près la chose. Il y a eu un très bon papier dans le Figaro cette semaine, expliquant que ce 1,5 milliard avait déjà été débloqué dans le plan, encore une fois, de 10 milliards d'euros. Et ça ne suffit pas. Mais c'est ridicule. D'ici 2 ans, la Chine, pour vous donner juste un exemple, met 25 milliards. C'est la Chine. Voilà. Oui, mais c'est la Chine, justement, c'est pas un pays riche. On est beaucoup plus riche que la Chine. Et donc, c'est ridicule. On continue à être en voie de colonisation par les GAFA et les BATX, c'est-à-dire par la Silicon Valley et par la Chine. Et c'est catastrophique, alors que Cédric Villani a parfaitement compris les enjeux. On va mettre, pardon d'y revenir, on va mettre probablement 10 milliards sur les JO à Paris, ce qui est complètement ridicule, qui ne sert absolument pas à préparer l'avenir. Alors ça fera plaisir au BTP, mais ça ne prépare en rien l'avenir de notre jeunesse, alors que le vrai enjeu, c'est de sortir de cette colonisation qui est aujourd'hui celle de l'Europe par rapport aux États-Unis et par la Chine. C'est un enjeu absolument majeur, y compris sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, et sur le plan civilisationnel. Et donc, ne pas comprendre aujourd'hui l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est pas 1,5 milliard qui sont d'ailleurs déjà là qu'il faudrait mettre, mais il faudrait que l'Europe mette au moins, d'ailleurs, c'était d'ailleurs le projet de Cédric Villani au départ, il faudrait que l'Europe mette au moins 30 milliards pour pas être en voie de... Et là, bon, il faudrait en parler, mais c'est trop technique. La question récurrente, comme chaque semaine, Luc, qui va nous permettre de parler d'une autre actualité. Votre question bac philo cette semaine. Oui, c'est sûr. Moi, je dirais compromis. Est-ce que compromis est forcément compromission? Ma réponse étant évidemment non. La social-démocratie, il y a un très bon livre de Manin et Bergogneau qui s'appelait La social-démocratie ou le compromis. Et je pense que par rapport au projet institutionnel qui est celui du gouvernement actuellement, c'est-à-dire de remettre de la proportionnelle, c'est un vrai sujet. 15% de proportionnelle aux prochaines législatives. Voilà. Sur la suppression, sur la réduction du nombre de députés, je suis tout à fait 30% pour. 30% de parlementaires en moins. Mais ça, c'est très bien parce que ça revalorisera paradoxalement l'Assemblée nationale. Ils sont trop nombreux aujourd'hui. En revanche, je suis tout à fait contre la proportionnelle parce que je pense que... Vous voyez, l'argument pour la proportionnelle, c'est que des partis, par exemple, comme le Front National, qui représentent quoi? Peut-être 25%, je ne sais pas, à la louche, de la population, ne sont pas représentés au Parlement, donc c'est injuste. Très bien. Mais on peut avoir une argumentation exactement inverse, disant que des partis qui sont tellement radicaux qu'ils sont incapables de compromis avec d'autres partis, ne méritent pas d'être présents à l'Assemblée nationale. C'est ça aussi la contre-argumentation. Et moi, je pense que, si vous voulez, il y a deux objections contre la proportionnelle. Il y a la première objection, qui est l'objection gaulliste traditionnelle, qui consiste à dire que dans le système où le président de la République est élu au suffrage universel, il faut qu'il ait une majorité, et seul le système majoritaire permet de dégager cette majorité. Ça, c'est l'argument gaulliste traditionnel. Je pense qu'il n'est pas mauvais. Et puis, il y a un deuxième argument qui serait plutôt le mien, c'est que, encore une fois, des partis comme le Front National, qui, bien que très puissant, ne rentrent pas au Parlement, ils n'y rentrent pas parce qu'ils sont tellement radicaux qu'ils n'ont aucun allié possible qui leur permettrait d'avoir une majorité. Et donc, du coup, je trouve que la punition est légitime.
Voilà, la réforme des institutions, donc prononcée, c'est un signal envoyé par Matignon pour dire que les réformes continuent malgré les grèves. Merci beaucoup, Luc. Oui, merci à vous, Audrey. La suite de la matinale avec Pascal.